Bonjour à tous. Alors j'ai un tout petit problème de volume sonore qui n'est pas lié à une soirée karaoké. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère que ça va tenir. Donc effectivement, je vais vous parler de neuromodulation pour réduire l'impulsivité dans le trouble de personnalité borderline. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux travaux que je vais vous présenter, et en particulier Nadine Barakat, puisqu'en fait c'est un petit peu sa thèse que je vais vous présenter aujourd'hui, thèse que je co-encadre avec le professeur Emmanuel Poulet, que je remercie également. Donc, il y a deux notions importantes dans ma présentation. La première notion, c'est cette notion d'impulsivité. L'impulsivité, tout le monde voit très bien ce que c'est, mais quand il s'agit de définir le construit théorique derrière l'impulsivité, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. En fait, c'est un petit peu un terme parapluie, l'impulsivité, avec pas mal de modèles proposés derrière, mais aucun n'est très consensuel. Donc, je vous en présente un ici, le modèle de Whiteside et Laenam, qui propose un construit multidimensionnel avec différentes facettes de l'impulsivité. En fait, 5 facettes pour définir cette impulsivité. La première facette, c'est la notion d'urgence, donc c'est-à-dire agir de manière impulsive en contexte émotionnel, donc que ce soit des émotions à valence négative ou des émotions à valence positive. La recherche de sensations, le manque de persévérance et le manque de préméditation. Donc, dans le cadre du trouble de personnalité borderline, ce sont vraiment ces deux dimensions d'urgence positive et négative qui sont les dimensions les plus spécifiques. Donc, suite à ce modèle, un questionnaire a été proposé, l'UPPSP, qui permet de quantifier l'impulsivité. C'est un questionnaire qui est donc fréquemment utilisé et qui permet justement de voir, quand on propose un traitement, si on est capable ou non d'améliorer l'impulsivité. Donc, cette impulsivité, bien sûr, dans le trouble de personnalité borderline, elle va s'exprimer à travers des comportements à risque, des comportements dommageables, donc comportements suicidaires, automutilation, comportements sexuels à risque, troubles du comportement alimentaire et abus de substances, qui sont donc tous des symptômes qu'on va essayer d'améliorer avec différents traitements, dont la neuromodulation que je vais vous présenter. Donc l'impulsivité, je viens de vous le dire, c'est pas très clair. Et une des façons d'aller explorer cette impulsivité, c'est de s'intéresser au contrôle inhibiteur. Donc le contrôle inhibiteur, c'est finalement ce qui fonctionne bien lorsqu'on n'est pas impulsif. Et ce contrôle inhibiteur, il s'exprime sur plusieurs plans. Le premier plan, le plan cognitif. Donc avoir un bon contrôle inhibiteur, c'est être capable de contrôler des pensées intrusives, de maîtriser ses envies. Et il s'exprime également sur le plan comportemental et moteur. Donc, on est capable de réguler des comportements extériorisés et également de stopper des actions qui peuvent être inappropriées ou dommageables. Et justement, c'est plus sur ce versant-là que je vais vous présenter, dont je vais parler maintenant. Alors, une grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier, mesurer le fonctionnement de ce contrôle inhibiteur et donc de l'impulsivité. La grande mesure en laboratoire qu'on utilise, qui permet donc de mesurer la capacité d'un individu à inhiber une action non souhaitée ou inappropriée, c'est la tâche de stop signal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette tâche, elle n'est pas très compliquée. On propose, j'ai un petit problème d'affichage. Ouais, je suis désolée, ce n'est pas du tout ma diapositive, il y a un problème. En tout cas, on propose aux participants d'appuyer le plus rapidement possible lorsqu'ils voient une flèche verte. Donc la flèche peut être gauche ou droite, on appuie le plus rapidement possible. Et dans environ 25% des essais, la flèche qui était verte devient rouge et on doit s'empêcher d'appuyer. Donc cette tâche-là, elle permet justement d'évaluer le contrôle inhibiteur. Il y a plusieurs mesures qui sont importantes. Donc, par exemple, on mesure le temps de réaction quand on voit la flèche verte. Et ce qu'on fait varier, en fait, c'est le délai d'apparition de la flèche rouge après la flèche verte. Donc, plus la flèche rouge apparaît longtemps après la flèche verte, plus c'est difficile d'empêcher de faire son action. La mesure principale de cette tâche de stop signal, c'est ce qu'on appelle le Stop Signal Reaction Time, le SSRT. Ce n'est pas une mesure qu'on peut capter directement dans la tâche, c'est un calcul à faire, mais en tout cas, cette mesure nous permet de dire si le contrôle inhibiteur de la personne qui passe cette tâche de stop signal est bon ou non. Alors, est-ce que cette tâche, finalement, elle est sensible dans le cadre du trouble de la personnalité borderline? Est-ce que les performances des patients sont altérées à cette tâche? Ce n'est pas très, très clair dans la littérature. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une méta-analyse en regroupant toutes les études qui ont mesuré, qui ont utilisé cette tâche de stop signal.
Et ce qu'on voit au niveau des résultats, c'est qu'on a bien une altération du contrôle inhibiteur retrouvée chez les patients, avec toutefois une taille d'effet petite à modérée. Donc cette tâche est sensible, mais ce n'est pas non plus une tâche qui permet vraiment de capturer les déficits du contrôle inhibiteur. Et autre point très important, il n'y a pas de corrélation entre cette mesure à la tâche de stop signal et les mesures d'impulsivité que le patient peut avoir avec des autoquestionnaires, par exemple, dont l'UPPS, dont je vous ai parlé juste avant. Donc finalement, il semblerait qu'on soit un petit peu sur des notions différentes entre ce qu'on capture au niveau du comportement et l'échelle clinique des patients. Donc, l'idée de cette présentation, bien sûr, c'est de vous parler de neuromodulation. Et pour faire de la neuromodulation, on a besoin d'hypothèses fortes sur le plan pathophysiologique. On a besoin de savoir quelles zones du cerveau on va devoir aller cibler, quelles zones dysfonctionnent pour pouvoir ensuite l'améliorer avec les techniques de neuromodulation. Alors en fait, ce qui est intéressant avec cette notion de contrôle inhibiteur, c'est qu'on les connaît bien, les bases qui nous permettent de stopper une action. Donc, je vous les présente ici très rapidement. La première chose ici, quand on va voir apparaître le stop, donc la flèche rouge, c'est une activation au niveau préfrontal de deux zones importantes, le cortex frontal inférieur et l'aire la SMA, donc aire motrice supplémentaire. Et ces deux aires sont connectées ici au noyau sous-thalamique, puis au globus pallidus interne. Donc, elles viennent activer ces deux régions. Et ces deux régions, une fois activées, vont venir inhiber les régions motrices du thalamus. Et lorsque celui-ci est inhibé, en fait, il vient moins activer le cortex moteur qui permet de réaliser l'action. Et donc, on vient stopper notre action. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que 3 de ces régions sont altérées dans le trouble de personnalité borderline. Donc, des altérations à la fois structurelles, donc les structures dysfonctionnent, et également fonctionnelles, donc des différences de connectivité au sein de ce réseau dans le trouble de personnalité borderline, ce qui probablement explique les déficits du contrôle inhibiteur que je vous ai présenté juste avant, qu'on peut voir avec la tâche de stop signal. Alors, comment est-ce qu'on peut venir restaurer ce contrôle inhibiteur qui est dysfonctionnel dans le trouble de personnalité borderline? Une des possibilités, c'est de venir utiliser la neuromodulation. Neuromodulation, qui est encore une approche thérapeutique innovante qui fait partie du cadre de la recherche. Une des possibilités qu'on a dans la neuromodulation, c'est l'utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne. Donc c'est cet appareil qu'on voit ici, si jamais vous ne connaissez pas. C'est une bobine qu'on vient placer sur le cerveau, sur la zone du cerveau qu'on souhaite venir réactiver ou à l'inverse inhiber selon nos hypothèses physiopathologiques. Donc on envoie du courant, on peut envoyer des protocoles avec des stimulations répétées. Ça induit des potentiels d'action dans le cerveau et ça permet d'induire des mécanismes de plasticité synaptique, donc de moduler sur des temps prolongés l'activité du cerveau. Donc, il y a d'autres techniques de neuromodulation. Lionel vous en a parlé tout à l'heure, notamment la stimulation électrique transcrânienne avec la TDCS. Je ne vais pas vous parler de cette technique-là. Par contre, j'en profite pour vous dire qu'il y a une excellente revue narrative qui est parue il y a 2 semaines environ, menée par plusieurs personnes dans cette salle, dont Martin et Lionel. Donc, si ça vous intéresse, une revue narrative sur le sujet. On revient à la neuromodulation spécifiquement dans le cadre du trouble de personnalité borderline. Là aussi, il existe une très bonne revue de la littérature qui a répertorié toutes les études qui ont déjà été faites. Elle commence à dater un petit peu, elle date de 2022. Donc vous voyez, le nombre d'études est encore très très faible, avec notamment beaucoup d'études de cas, très peu d'essais randomisés contrôlés. Donc c'est le tout début de ce champ de recherche-là. Et surtout, ce qui est important de bien remarquer dans cette étude, c'est que les cibles qu'on vient donc cibler dans le cerveau avec nos techniques de stimulation magnétique transcrânienne ou électrique sont très limitées au cortex préfrontal dorsolatéral et, comme Lionel l'a dit tout à l'heure, maintenant un peu plus sur la partie médiane. Dans cette revue, il y a un point qui nous a un petit peu interpellés. Donc, les auteurs suggèrent de designer de nouvelles études qui viendraient cibler les régions que je vous ai présentées, donc qui dysfonctionnent dans le cadre du trouble de la personnalité borderline, notamment ces 2 régions ici au niveau préfrontal, le cortex frontal inférieur et la pré-SMA. Et donc d'essayer de voir si, en venant stimuler ces régions, on améliore le contrôle inhibiteur tel qu'on le mesure avec la tâche de stop signal.
Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a fait nous, c'est le rationnel qu'on a adopté. Donc vous voyez ici, c'est le même schéma. Vous voyez, ces deux régions sont connectées entre elles et sont directement connectées au noyau sous-thalamique qui dysfonctionne aussi. On les voit ici, elles sont connectées toutes les deux et elles connectent ici avec le noyau sous-thalamique. Et donc notre idée ici, notre objectif, c'était de venir renforcer la connectivité entre l'IFC et la pré-SMA pour améliorer le contrôle inhibiteur chez des patients avec un trouble de la personnalité borderline. Donc pour ça, on a utilisé une technique de neuromodulation qui est très récente, qui s'appelle la stimulation cortico-corticale associative Perret. La grande nouveauté de cette technique-là, c'est de ne pas utiliser qu'une seule bobine de stimulation, mais 2 bobines de stimulation en même temps, ou presque, ce qui nous permet pas seulement de venir moduler une seule région du cerveau, mais bien, comme je vous l'ai expliqué, la connectivité entre 2 régions du cerveau. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une stimulation sur une première région et quelques millisecondes plus tard, on applique la stimulation sur une deuxième région. Et en fait, le délai entre les 2 stimulations, c'est le temps qu'il faut à l'information pour passer d'une région à une autre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, avec l'idée vraiment de renforcer la connectivité entre nos 2 régions d'intérêt. Donc pour ça, on a recruté 40 participants avec un trouble de la personnalité borderline, 20 dans un groupe actif. Donc groupe actif, ça veut dire que l'intervalle de temps entre mes 2 stimulations est bien physiologique, et 20 participants dans un groupe contrôle. Contrôle parce que cette fois-ci, l'intervalle entre les 2 stimulations est non physiologique. Donc en fait, c'est une bonne façon d'avoir un placebo actif. Donc, tous les participants ont complété le questionnaire d'impulsivité, l'UPPS, ont réalisé une tâche de stop signal. Ensuite, ils ont été séparés en 2 groupes. Donc, on fait notre intervention de neuromodulation, ça dure une quinzaine de minutes, et on répète la tâche de stop signal juste après. Donc, bien sûr, ici, j'insiste sur le fait que c'est une étude pilote. On ne vise pas ici à améliorer les symptômes, on vise à tester une nouvelle technique, voir si on peut avoir ensuite un potentiel thérapeutique à utiliser sur du plus long terme avec des patients. C'est vraiment le tout début d'utilisation ici de cette technique de double stimulation. Donc je vous présente les résultats. On a terminé la collecte très récemment, donc c'est vraiment le début des analyses. Au final, on a pu avoir 17 participants dans le groupe actif, 18 dans le groupe contrôle. Juste un petit mot très rapidement pour vous dire que dans nos 2 groupes, les participants sont assez homogènes, que ce soit sur le score d'impulsivité totale ou sur le SSRT, donc la performance à la tâche de stop signal avant la stimulation. Nos 2 groupes sont homogènes. Je passe aux résultats de l'étude. C'était un peu la déception. Donc ici, vous avez une différence entre ce qu'on a obtenu après la stimulation versus avant la stimulation. Tout ce qui va dans ce sens-là, ça serait une amélioration des performances. Tout ce qui va dans ce sens-là, ça serait une détérioration de la performance après la stimulation. Et en fait, comme vous pouvez le voir, finalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de changement après une seule session de neuromodulation et pas de différence non plus entre nos groupes. Voilà pour les premiers résultats. Donc, pour conclure, pas d'amélioration du SSRT, donc performance à la tâche de stop signal, après une seule session de neuromodulation. Donc très rapidement, c'est des choses que je vous ai déjà dites, mais on est ici sur une seule session de neuromodulation. L'utilisation des techniques de neuromodulation en psychiatrie, c'est vraiment sur des durées répétées, plusieurs sessions par jour pendant plusieurs semaines pour avoir un effet thérapeutique. Donc, on est bien sûr ici sur une seule session, on n'a pas d'effet cumulé. Or, les études très récentes d'utilisation de cette technique de double stimulation montrent que, tout comme la RTMS classique, on a un effet cumulatif des sessions. Donc c'est quand même encourageant. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera jamais cette technique-là, ça veut dire que probablement une seule session, ce n'est pas suffisant. Pas de neuronavigation, donc pour ceux qui connaissent la stimulation cérébrale, on peut y coupler à l'IRM du patient pour être très précis sur la zone qu'on vient cibler. Ce n'était pas notre cas ici, les participants n'ont pas passé d'IRM pour avoir l'image de leur cerveau. On est donc quand même précis, mais pas personnalisé. Et puis, un dernier point qui est quelque chose qui est très important et qui prend beaucoup de place dans la littérature sur la neuromodulation, c'est finalement dans quel état mettre le cerveau de la personne qu'on stimule lorsqu'on applique les stimulations. Le cerveau, il est actif, donc il y a tout un ensemble de paramètres qui rentrent en compte quand on vient appliquer les stimulations. Et visiblement, quand on a le cerveau dans un état spécifique, on peut avoir plus ou moins d'effets induits par la neuromodulation. Voilà.
Et puis, dernier point, je vous ai beaucoup parlé de cette tâche de stop signal. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée, cette tâche-là, pour voir une amélioration chez les participants avec un trouble de la personnalité borderline? Je vous l'ai dit, la méta-analyse montre des effets de petite taille, de taille modérée. Donc peut-être que cette tâche-là n'est finalement pas très pertinente. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps. OK, parfait. Alors, suite à ça, on a un petit peu réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on aurait une solution pour améliorer un petit peu cette tâche qui est utilisée dans tous les laboratoires et qui peut-être n'est pas optimale dans le cadre du trouble de la personnalité borderline? Et c'est là où vient la notion de gamified stop signal. Donc on s'est dit, est-ce qu'on est capable d'améliorer cette tâche tout en conservant le construit théorique de la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'on veut l'améliorer, mais on veut bien garder son objectif initial, c'est-à-dire d'être capable de mesurer la performance, la capacité à inhiber. Et donc, c'est aussi là un champ très à la mode dans la littérature, c'est la gamification, c'est-à-dire venir appliquer des éléments de conception de jeu pour améliorer la motivation et l'implication des participants à compléter la tâche. Donc on avait deux objectifs: évaluer la sensibilité d'une version plus ludique de la tâche de stop signal pour détecter ces altérations du contrôle inhibiteur associées au trouble de la personnalité borderline, et essayer cette fois-ci d'avoir une relation entre la performance obtenue à cette tâche et les échelles cliniques de mesure de l'impulsivité. Donc, je vous présente très rapidement cette tâche qu'on a utilisée en collaboration avec deux chercheurs aux Pays-Bas. Donc, en fait, il y a tout un narratif dans cette tâche. C'est plus seulement vous appuyez quand c'est vert, vous n'appuyez pas quand c'est rouge. Ici, c'est donc il était une fois. Vous êtes dans une forêt enchantée. Il y a une fée bienveillante. Vous devez naviguer dans un labyrinthe. La fée vous indique le chemin à choisir et pour atteindre votre but. Et parfois, une sorcière malveillante vous indique un mauvais chemin. Donc, ne suivez pas ce que dit la fée. Empêchez-vous de tourner sur le mauvais chemin. Donc voilà, c'est juste pour être un tout petit peu plus immersif, un peu plus écologique et justement augmenter la motivation des participants. Donc voici à quoi ressemble la tâche. Donc, vous voyez, c'est un petit avatar qui marche dans un labyrinthe. La fée apparaît, c'est comme ma flèche verte. Il faut que je clique au moment où je vois la fée. Il y a du son, je ne sais pas si on va l'entendre. En tout cas, parfois un son apparaît, on s'empêche d'appuyer, donc on ne tourne pas dans le labyrinthe. Donc vous voyez, c'est quand même un peu plus immersif et un peu plus motivant pour les participants de compléter cette tâche plutôt que la flèche verte, la flèche rouge. Donc je vous présente les résultats obtenus à cette tâche. Donc cette tâche-là, on a recruté 50 participants, 25 avec un trouble de la personnalité borderline et 25 participants contrôle, donc qui ont été appareillés sur le sexe et l'âge des patients. Tous ont complété un questionnaire d'impulsivité et ont complété la tâche de stop signal gamified. Donc juste les résultats très rapidement sur l'échelle d'impulsivité. Donc nos patients sont bien plus impulsifs sur tous les sous-scores de l'échelle d'impulsivité. Sur les résultats, donc avant de vous présenter le SSRT qui est la mesure de cette tâche-là, je vous présente quelques petites analyses un peu plus fines qu'on n'a pas encore eu le temps de faire pour la première étude. Tout d'abord, le temps de réaction. Donc temps de réaction, c'est tout simple. La fée apparaît, je clique. C'est ça qu'on mesure, le délai entre les deux. Et comme vous pouvez le voir, on a une différence significative, c'est-à-dire que les patients sont plus rapides que les contrôles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, quand on fait cette tâche-là, on a tendance spontanément à répondre un tout petit peu moins vite pour anticiper l'apparition du stop. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que visiblement, les patients n'ont pas cette stratégie-là dans cette tâche. Autre résultat intéressant, le nombre d'erreurs. Donc, quand la fée apparaît, si elle pointe vers la gauche et qu'on clique à droite, c'est une erreur. Là aussi, la différence est significative. Donc, les patients font plus d'erreurs que les sujets contrôle. Et troisième point, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le délai d'apparition du signal sonore par rapport à la fée, donc, qui varie selon la tâche. Donc plus il apparaît tard, plus la tâche est difficile. Et là aussi, au final, on a une différence significative. Donc pour les sujets contrôle, le signal sonore apparaît plus tard que pour les contrôles, pour les patients que pour les contrôles. Donc pour résumer tout ça, les patients sont plus rapides, font plus d'erreurs sur le signal Go et ont des SSD plus courts, ce qui démontre bien d'une performance altérée dans cette tâche. Résultat tout de même à nuancer, puisque quand on regarde toujours notre mesure de SSRT dans cette tâche-là, la différence est non significative. Dernier résultat qui était intéressant pour cette tâche-là, on a pris tous nos participants, donc les patients et les participants contrôle, et on a fait une corrélation entre le SSRT
et l'urgence positive, donc le sous-score à l'échelle UPPS, qui est très discriminant dans le cadre du trouble de la personnalité borderline. Et comme vous pouvez le voir, la corrélation est significative. Donc il y a un lien entre ma performance à la tâche de stop signal et ce que je déclare dans le questionnaire d'impulsivité pour l'urgence positive. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Encore un peu. Encore un peu de temps. Ok, moi je vais... 5 minutes. Donc, pour cette partie-là, mesure principale de la tâche, le SSRT ne permet pas de différencier les groupes. Mais quand on fait des analyses un petit peu plus fines sur le comportement des patients avec un trouble de la personnalité borderline, on a bien une altération de ce contrôle inhibiteur. On a une corrélation entre le SSRT et le sous-score de l'urgence positive. Ça, c'est quelque chose en fait, qu'on connaît un petit peu. Effectivement, on sait que les personnes qui cotent plus haut pour l'urgence positive ont tendance à prendre des décisions plus risquées. Donc c'est la tâche du ballon, si vous la connaissez. Avec également des performances plus faibles dans une tâche d'antisaccade. Donc ça, c'est un point qui apparaît. Et en fait, on demande aux participants de regarder de l'autre côté. Donc là aussi, c'est de l'inhibition. Et un lien entre les deux a aussi été déjà démontré. Et une des interprétations possibles de ce résultat, c'est peut-être que notre tâche, finalement, avec cette version un peu plus ludique, a entraîné a été un léger inducteur émotionnel, ce qui fait qu'on observe donc cette corrélation. Une limite tout de même de l'étude, on n'a pas de comparaison directe entre la version traditionnelle avec les flèches rouges et vertes et la version gamified du stop signal. Tout dernier point très rapide que moi je trouve très intéressant, qui est un petit peu s'éloigner de tout ce que je vous ai présenté ici. Dans l'équipe, on travaille beaucoup en collaboration avec une équipe qui travaille sur l'olfaction. L'olfaction, c'est une modalité sensorielle qui était peu étudiée jusqu'à présent dans le cadre de pathologies psychiatriques et qui commence à l'être un petit peu. Et il semblerait qu'il existe un lien entre certaines capacités olfactives et l'impulsivité. Donc, ce lien, en fait, il repose sur l'hypothèse théorique que le cortex orbitofrontal, ici, donc ça, c'est tout le réseau qui est impliqué dans l'olfaction, dont ce cortex orbitofrontal. Il a un rôle crucial dans la perception olfactive et notamment dans la discrimination des odeurs. Si je vous présente plusieurs odeurs et que je vous demande laquelle est différente, ça sera notamment régi par ce cortex orbitofrontal. Et autre point important, c'est une région qui a été démontrée dans vraiment beaucoup d'études comme étant altérée dans le trouble de la personnalité borderline, donc notamment avec des réductions de densité de matière grise au sein de ce cortex. Et donc, une dysfonction du cortex orbitofrontal est très liée à l'impulsivité. Ça, c'est une étude un peu ancienne, mais qui a été beaucoup reprise. En fait, il y avait 4 groupes de participants, des patients avec un trouble de la personnalité borderline. Et vous voyez, le score à l'échelle d'impulsivité est le plus haut également que des patients avec une lésion de ce cortex orbitofrontal, les deux étant significativement plus élevés que pour d'autres patients cérébrolésés et des sujets contrôlés. Donc, ce qu'on a fait, on a proposé une tâche très simple, qui est un test de discrimination olfactive. Donc, il y a 16 essais dans cette tâche. C'est fait en collaboration avec une équipe sur l'olfaction. Donc, en fait, un essai, on a 3 odorants comme ça. Ce sont des odeurs monomoléculaires, très simples. Et la seule chose que le participant a à faire, c'est dire lequel de ces 3 flacons, A, B ou C, est différent des autres. Donc, ça, c'est le premier essai. Les A et C sentent la rose, le B sent la banane. Il faut juste identifier lequel est différent. 2 minutes. 31 participants avec un trouble de la personnalité borderline. Et je vous montre ici la corrélation entre la capacité à discriminer les odeurs et le SSRT. Donc plus le SSRT est élevé, moins le contrôle inhibiteur est bon. Et comme vous le voyez, la corrélation est très forte. On est moins bon pour discriminer les odeurs. En fait, plus on est impulsif, moins on est bon pour discriminer les odeurs. Je ne vais pas aller plus loin dans l'interprétation de ces résultats, mais je trouve que c'est quand même une piste intéressante pour essayer de capturer cette impulsivité finalement en passant par d'autres modalités que les autoquestionnaires ou des échelles cognitives utilisées en laboratoire. Donc voilà, ça aussi, ce sont des travaux en cours. Je termine avec ma discussion générale. Donc, comme je vous l'ai dit, l'impulsivité, c'est un construit multidimensionnel complexe qui manque encore vraiment de bonnes assises théoriques. J'ai insisté aussi pour dire qu'il y avait vraiment une nécessité, un besoin de développer des mesures objectives et spécifiques de cette impulsivité dans le cadre du trouble de la personnalité borderline.
Concernant la neuromodulation, peut-être que aborder l'impulsivité sous l'angle du contrôle inhibiteur, donc sur le versant un petit peu moteur des choses, n'est pas un angle pertinent. Peut-être qu'il faut aussi s'intéresser à d'autres cibles avec nos techniques de neuromodulation, notamment ce cortex orbitofrontal. Donc Lionel en a parlé au tout début. Et puis ce que je viens de vous montrer avec l'olfaction tend à dire que cette zone-là est altérée dans le trouble borderline et est intéressant à venir neuromoduler. Et puis peut-être un dernier point, on sait qu'il y a une expression des symptômes qui est très hétérogène dans le cadre de la personnalité borderline. Donc peut-être que quand on vient cibler des symptômes, en tout cas utiliser la neuromodulation pour réduire des symptômes spécifiques, ça peut être intéressant de recruter des patients avec une expression majoritaire des symptômes que l'on souhaite cibler. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je remercie le Vinatier qui finance ces études. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, on a 5 minutes pour des questions, mais on en a déjà une dans le chat. La question est « Bonjour, est-il possible… » Donc, Louise de Ronne dit « Bonjour, est-il possible d'expliquer plus précisément ce qu'est l'urgence positive et ce qu'est l'urgence négative ?» Oui, alors cette notion d'urgence, c'est vraiment que le comportement impulsif s'exprime dans un cadre émotionnel important. Donc par exemple, il va se passer quelque chose, une émotion très positive, c'est là où on va avoir tendance par exemple à faire des achats compulsifs ou à venir consommer des substances. Ça c'est pour le versant positif. Pour le versant négatif, bah, c'est la même chose mais avec des émotions négatives. Donc par exemple, être dans une détresse émotionnelle et avoir des comportements d'automutilation typiquement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour. Moi, je découvre ce que vous faites, là, la neuromodulation. J'ai une fille qui est borderline et on ne m'a jamais parlé de ce traitement. Est-ce que vous le faites à titre toujours expérimental ou de recherche, ou alors est-ce que vous l'appliquez au Vinatier sur vos patients? Et est-ce que vous avez des, comment on appelle ça? Des résultats? Voilà. Alors effectivement, l'utilisation des techniques de neuromodulation en France, elle est uniquement dans un cadre de recherche. Donc, par exemple, dans la dépression, c'est quelque chose dont les effets ont été reconnus, qui sont remboursés aux États-Unis, qui sont remboursés dans plein de pays. En France, on est un petit peu en retard. Il y a encore un appel qui a été fait en 2022 auprès de la HAS qui a été refusé pour manque de preuves. Donc voilà, pour l'instant, tout ce qui se fait, c'est effectivement en contexte de recherche, avec par contre dans des services la neuromodulation qui est proposée comme un soin quand vraiment rien ne fonctionne, mais c'est pas, on n'est pas dans le cadre de ce qui se fait pour la neuromodulation. Pour le trouble de personnalité borderline, c'est effectivement aussi, comme j'ai dit, un champ très émergent. Donc peut-être que plein d'essais cliniques vont être lancés, en tout cas je l'espère, et ce sera donc l'occasion pour les patients d'en bénéficier. Mais pour l'instant, oui, c'est dans un cadre de recherche. Oui. Madame, c'est votre dernière intervention qui me permet de poser ma question que je n'osais pas poser. Il semble qu'on en soit au stade des balbutiements et j'étais un petit peu, alors peut-être que j'ai mal compris, mais c'est pas tout à fait probant pour l'instant. Vous venez présenter quelque chose, mais enfin, moi j'avais l'impression que c'était 50-50, qu'il n'y avait pas de résultats positifs. Concernant la neuromodulation Oui. spécifiquement, oui. Oui, en fait, c'est surtout là où je veux insister, c'est que c'est le tout début, vraiment le tout début de C'est ça. Ouais, On balbutie, on démarre quoi. On Voilà. démarre, tout à Ouais. fait. Donc en fait, tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, je l'ai dit, ce sont des zones ciblées qui sont surtout impliquées dans la dépression. Donc ça, on sait l'améliorer avec la neuromodulation. Comme c'est très présent aussi chez les patients, on peut essayer d'améliorer ça via la neuromodulation. Mais aller essayer d'améliorer des dimensions spécifiques aux troubles de la personnalité borderline, ça nécessite, comme je l'ai dit, des bases physiopathologiques qu'on connaît bien, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Donc effectivement, vous avez raison, c'est encore un champ très émergent et quand même prometteur, en tout cas, à mon avis. D'accord, merci bien. Merci. On a encore le temps pour une question.
Alors une petite question là qui va sur la dernière dernière partie Oui. qui dépasse un peu la neuromodulation, sur le lien entre impulsivité et olfaction. Est-ce qu'il y a enfin, le mécanisme, il y a la proximité, mais est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, comme par exemple des mécanismes d'imagerie mentale qui pourraient être impliqués, parce que voilà, pour distinguer, parfois se représenter quelle est l'odeur qu'on ressent. Oui. Voilà, c'est une question un peu Oui, exploratoire. oui. En fait, l'olfaction, effectivement, ça fait beaucoup rentrer de plein de mécanismes cognitifs en jeu aussi. Je ne l'ai pas présenté ici, mais on a fait d'autres tests olfactifs. La capacité, par exemple, à reconnaître les odeurs n'est pas impactée. Donc, en fait, on présente des odeurs, il y a une liste d'odeurs possibles. Et reconnaître quelle est l'odeur présentée, il n'y a pas de déficit là-dessus. Ça a l'air d'être vraiment la discrimination spécifiquement qui est impactée de par ce rôle crucial du cortex orbitofrontal dans cette dimension discriminante des odeurs.